Peut-être qu'on peut commencer? Je sais pas. Baptiste, on peut commencer ou pas? Là, on est 90, donc je pense que les gens vont se connecter au fur et à mesure. Donc, j'y vais ou on attend encore une minute? Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais bon, déjà qu'on a 25 minutes de retard, peut-être. Donc, on peut peut-être y aller, on y va, hein? D'accord. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir aidés là pour créer ce lien. Donc, là, on voulait vous parler aujourd'hui avec Odile Launay de la grippe, vaccination antigrippale et traitement. Donc, moi, je suis médecin virologue à Necker et je vais vous faire la partie plus descriptif du virus de la grippe et Odile va vous faire la partie beaucoup plus clinique. Donc, sur cette diapositive, vous voyez que le virus de la grippe appartient à la famille des Orthomyxoviridae. Il y a plusieurs virus grippaux. Le virus influenza de type A qui infecte l'homme et l'animal. Les virus influenza de type B qui sont des virus humains et les myxovirus influenza de type C qui sont beaucoup moins fréquents. Donc, comment on dénomine les souches de grippe? Donc, vous voyez ici un exemple. On commence par mettre le type. C'est un A, c'est un B, c'est un C. Donc là, dans l'exemple, c'est A. Le lieu d'isolement, le numéro d'enregistrement, l'année d'isolement et le type d'hémagglutinine et neuraminidase. On va voir ce que c'est juste après. Donc, vous voyez ici représenter la structure du virus grippal A. Donc, c'est un virus à génome ARN enveloppé. Donc, vous voyez ici l'enveloppe avec les deux protéines de glycoprotéines d'enveloppe qui sont très importantes pour la physiopathologie de l'infection et qui sont l'hémagglutinine ici et les spicules de neuraminidase. Sinon, c'est un virus, vous voyez ici, qui a un génome ARN fragmenté. Vous voyez ici les différents fragments du génome. Et sur cette diapositive, je vous montre qu'il a 8 fragments d'ARN pour le virus grippal A, fragments d'ARN de polarité négative avec un fragment qui code pour l'hémagglutinine, un pour la neuraminidase, 3 qui codent pour le complexe de transcription virale. Donc, ce qui dit une structure en fragments, ça va faciliter les recombinaisons, hein, le fait que le génome soit fragmenté. En plus, il n'y a pas d'activité correctrice de l'ARN polymérase, donc ce qui facilite les mutations ponctuelles. Donc, c'est un virus qui va avoir une grande variabilité génétique. Sur cette diapositive, vous voyez ici la façon dont le virus aborde la cellule. Vous voyez que le virus se lie à la cellule par son hémagglutinine et le récepteur cellulaire est l'acide sialique qui se trouve en surface des cellules hôtes. Donc, l'attachement des hémagglutinines des virus grippaux joue un rôle dans la spécificité d'hôtes. En effet, les hémagglutinines peuvent reconnaître deux types de résidus d'acide sialique, les acides sialiques de type alpha 2,6 ou de type alpha 2,3. Donc, les résidus d'acide sialique qui sont présents sur les cellules épithéliales, dans l'arbre respiratoire haut chez l'homme, on retrouve que des acides sialiques de type alpha 2,6 et les types de résidus d'acide sialique de type alpha 2,3 sont retrouvés chez l'homme sur les pneumocytes ou les cellules conjonctivales, mais pas sur les cellules de l'arbre respiratoire haut, et sont retrouvés sur les cellules intestinales chez les oiseaux. Et chez les porcs, on a les deux types de résidus d'acide sialique. Donc, ce phénomène participe à la barrière d'hôtes. En effet, les virus aviaires se fixent aux résidus, donc on l'a vu, d'acide sialique de type alpha 2,3 et ne peuvent donc pas se multiplier dans l'arbre respiratoire haut chez l'homme, c'est une impasse biologique. Alors, il y a des exceptions. Par exemple, quand on est très exposé, comme des éleveurs de poulets par exemple, à des virus aviaires, le virus aviaire peut atteindre les pneumocytes ou la conjonctive et donner des infections chez ces sujets très exposés. Donc, l'hémagglutinine, c'est une protéine d'enveloppe extrêmement importante parce que d'une part, on vient de le voir, elle permet la liaison avec le récepteur cellulaire, l'acide sialique.
D'autre part, elle permet ce qu'on appelle la fusion de membranes, c'est-à-dire que lorsque le pH devient acide dans des vésicules endosomales, quand le pH est acide, il y a un changement de conformation de cette hémagglutinine qui libère un peptide de fusion et qui va permettre la libération des nucléocapsides dans le cytoplasme. Et par ailleurs, cette hémagglutinine, elle a un rôle antigénique majeur avec la création d'anticorps neutralisants. Donc ce rôle est vraiment antigénique est vraiment très important. C'est la cible la plus importante virale pour le système immunitaire. Il y a à peu près 300 hémagglutinines par virus, donc 3 à 6 fois plus que de neuraminidase. Et la région hyper variable de la tête présente des anticorps spécifiques de sous-type. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les dernières années, les différentes équipes de recherche ont mis en évidence des régions conservées au niveau de l'hémagglutinine qui vont pouvoir être à l'origine de synthèse d'anticorps à large spécificité, donc inter-sous-type. Donc, on retrouve ces zones hyper conservées au niveau de la tête globulaire et au niveau de la tige de l'hémagglutinine. Donc ces régions, elles sont très, très intéressantes parce qu'elles pourraient être utilisées dans des vaccins qui seraient à ce moment-là des vaccins universels qui protégeraient contre toutes les souches de grippe ou qui pourraient être la cible de nouveaux antiviraux. Un dernier mot sur la réplication de ces virus grippaux. Une fois que le virus s'est répliqué dans la cellule et qu'il est sorti de la cellule, il a tendance à s'accrocher toujours pareil, hein, avec son hémagglutinine, l'hémagglutinine des néovirions, ont tendance à s'accrocher à l'acide sialique de la cellule qui a donné naissance aux néovirions. Et c'est la neuraminidase, l'autre glycoprotéine d'enveloppe, qui permet le clivage de l'acide sialique et qui empêche donc sa liaison avec l'hémagglutinine et qui permet aux néovirions de diffuser de cellule en cellule. Et vous allez le voir, Odile va vous en reparler après, la neuraminidase est une cible importante des antiviraux, les antineuraminases sont un type d'antiviraux efficace contre la grippe. Alors, les réservoirs du virus, ce sont les oiseaux sauvages, donc essentiellement les canards, où le virus se réplique dans les épithéliums respiratoires, mais surtout l'épithélium digestif. Donc, presque tous les canards sauvages sont porteurs du virus. La grippe est asymptomatique chez ces oiseaux et presque tous les sous-types de grippe connus de H1, on retrouve les hémagglutinines 1 à 16 et les neuraminases 1 à 9. Le virus est excrété dans les os par les déjections. Dans les autres espèces, la grippe est symptomatique et seuls certains sous-types sont retrouvés. Par exemple, chez l'homme, on retrouve les hémagglutinines de type 1, 2, 3 et les neuraminases de type 1 et 2. Chez le porc, c'est le seul animal qui s'infecte à la fois par des souches aviaires et par des souches humaines. Donc ce schéma vous représente ce que je viens de vous dire. Donc le canard sauvage qui est au milieu de toute cette transmission de virus de la grippe, l'homme qui est affecté seulement par certains sous-types et le porc qui peut être infecté à la fois par des sous-types de mammifères et des sous-types aviaires et qui pourrait être l'hôte intermédiaire entre des virus aviaires et des virus qui après infectent l'homme. Donc, le tropisme des virus grippaux, on l'a vu, c'est respiratoire chez les mammifères et digestif plutôt chez les oiseaux. Donc, la spécificité d'hôte, la barrière d'espèce, elle est liée, on l'a vu, à l'hémagglutinine et sa fixation à l'acide sialique, mais aussi à la nucléocapside virale qui va être différente selon les espèces et la polymérase virale qui va être aussi différente selon les espèces. L'épidémiologie de la grippe, tout ce que je vous ai décrit jusqu'à présent, la physiopathologie
la description du virus, ce sont des connaissances de rang B. L'épidémiologie, c'est une des connaissances de rang A. Donc, le virus de la grippe, il est potentiellement responsable de pandémies, d'épidémies hivernales, normalement tous les ans, sauf cette année, on attend encore notre épidémie de grippe, et de cas sporadiques. Les virus de type B donnent des petites épidémies localisées, mais dans les dernières années, le virus B représente plus de 30 des cas de grippe saisonnière en France, et les virus de type C donnent des cas sporadiques. Donc, les variations antigéniques, elles affectent les antigènes d'enveloppe, notamment donc l'hémagglutinine et la neuraminidase. Donc, on a soit des variations progressives, qu'on appelle des glissements ou des dérives antigéniques, et ça provoque des différences mineures. C'est la sélection de mutants préexistants, ce sont des mutations ponctuelles. Ça touche les virus de la grippe A, B et C, et c'est ce qui est responsable des épidémies hivernales ou des cas sporadiques. Et puis, à côté de ça, on a ce qu'on appelle les variations majeures ou brutales, ou les sauts ou les cassures antigéniques. Et là, c'est un changement total dans l'antigénicité, la structure de l'hémagglutinine ou de la neuraminidase. Alors, soit ce sont des mutations multiples sur l'ensemble des gènes, soit le plus souvent, c'est des réassortiments génétiques entre des souches humaines et des souches animales, avec la possibilité d'une cellule qui est infectée par deux souches différentes et recombinaison de deux virus grippaux. Heu, voilà, et ça touche exclusivement les virus de type, grippe A, et c'est ça qui peut donner les pandémies qui, ont une diffusion rapide, un taux d'attaque élevé et une potentielle, risque de mortalité élevé. Donc les virus de pandémie de la grippe au XXe siècle, 2019, 2010, non, 1918, 1919, la fameuse grippe espagnole qui a été la cause de très nombreux décès, donc un type de grippe H1N1 d'origine aviaire. En 1957, la grippe asiatique qui était un réassortiment du H1N1 humain avec un virus H2N2 d'origine aviaire qui a donné le virus H2N2 humain. En 1968, la grippe de Hong Kong, qui est un rassortiment entre le virus humain H2N2 et un virus aviaire portant une hémagglutinine de type 3. Ça a donné naissance à un H3N2. Et puis, le variant H1N1 de 2019, qui était en fait un réassortiment assez sophistiqué entre un virus porcin, un virus humain bien sûr, et un virus aviaire. Donc comme vous savez, ça a été une véritable pandémie et qui a touché, les individus, qui étaient nés après 1957, et avec une mortalité malgré tout extrêmement, faible. Donc la grippe aviaire, qu'est-ce que c'est que la grippe aviaire? Ce sont, une grippe qui sont liées à des souches hautement pathogènes. Ces souches hautement pathogènes, elles sont responsables d'épizooties avec 100 de décès, des volailles dans les élevages. Ce sont, des souches de grippe qui possèdent des hémagglutinines avec des sous-types H5, H7 ou H9, et ces hémagglutinines possèdent des acides aminés basiques supplémentaires sur le site de clivage qui favorisent leur virulence. Il y a eu, de nombreuses flambées de grippe aviaire avec des souches hautement pathogènes, jusqu'en 2000, jusqu'à maintenant, et encore, vous savez, en ce moment, un épisode de grippe, aviaire, en France. Donc, est-ce que est-ce que ces virus de la grippe aviaire peuvent infecter, l'homme et donner une grippe humaine? Non, normalement, ils ne sont habituellement pas transmissibles à l'homme. On l'a vu, hein, le récepteur cellulaire acide sialique est différent. Mais il y a des exceptions. En cas d'exposition importante à des animaux malades, on peut avoir des infections humaines, des pneumopathies, des conjonctivites qui peuvent être très sévères, mais après ça s'arrête là, il y a pas de transmission interhumaine. Donc, mais c'est une menace quand même possible que ces virus aviaires hautement pathogènes se finissent par s'adapter à l'homme. Donc, vous voyez ici les chiffres de l'OMS, les cas d'infection humaine à H5N1 déclarés depuis 2003.
Il y en a à peu près 900 avec 50% de décès, mais ces cas sont vraiment très rares depuis 2018. Et les cas d'infection humaine à H7N9 sont aussi très rares depuis 2018. Voilà, je vais laisser la parole à Odile. Odile? Je suis là, par contre, du coup, c'est toi qui passes les… Oui, je te passe les diapos, d'accord. D'accord. Donc, bonjour à tous. Encore désolée de ce retard. Comme l'a dit Marianne, il y a eu un petit problème probablement dans le lien qui a été créé. Et puis, on est, Marianne et moi, un peu embolisés par la Covid-19 qui nous occupe beaucoup à la fois en termes de recherche et en termes de soins. Voilà, donc dans les objectifs pédagogiques, donc vous allez pouvoir retrouver dans la nouvelle version donc, du PIDI étudiant 2021 la classification des items hein, qui sont classés de rang A ou de rang B. Mais globalement, sur la grippe et la vaccination antigrippale, beaucoup des items sont de rang A. C'est peut-être sur les antigrippaux qu'on est en item de rang B. Donc, du coup, la diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qu'on doit connaître de l'épidémiologie de la grippe? Donc, typiquement, mais peut-être qu'avec la Covid, les choses vont bouger. Typiquement, la grippe, c'est une maladie qui survient en automne et en hiver. Donc, pour notre hémisphère, novembre-février. Pour l'hémisphère sud, c'est entre juin et août. C'est une maladie qui a transmission interhumaine, essentiellement à transmission directe, avec la projection donc, de sécrétions respiratoires infectées d'une personne malade à une personne proche, avec un aérosol de type gouttelette. Mais il faut savoir que la transmission indirecte existe aussi, avec la possibilité que le virus survive sur les mains, mais aussi sur des serviettes ou des surfaces non poreuses. Point très important, on est contagieux avant même d'être symptomatique, globalement 24 heures avant le début des signes, jusqu'à 6 jours après. Et donc, la contagiosité, elle se fait essentiellement dans le milieu intrafamilial et en collectivité, avec un rôle majeur des enfants dans la dissémination du virus, et ce qui n'a pas été le cas et ce qui est discuté aujourd'hui avec le SARS-CoV-2. L'incubation est courte, là aussi c'est une différence peut-être avec le coronavirus, 24 à 72 heures, et le taux d'attaque est élevé quand la population est naïve, hein, jusqu'à 60%, de 30 à 60%, quand c'est un nouveau virus, avec donc la survenue dans ce cas-là de pandémie. Et chaque année, puisque c'est des variations minimes, on estime que c'est environ 10% de la population qui va être atteinte. Ça concerne 5% des adultes et jusqu'à 20% des enfants. La suivante. Alors, en termes de physiopathologie, donc c'est un virus qui va avoir un tropisme spécifique pour les cellules de l'épithélium respiratoire qui va aller infecter avec des lésions bronchiques des cellules infectées, une nécrose cellulaire avec une desquamation épithéliale, une altération de la ciliation, une hypersécrétion, une déplétion des cellules caliciformes et finalement une inflammation endoluminale et de la paroi bronchique. La suivante. Alors cliniquement, vous connaissez tous la grippe. Le plus important, c'est le contexte. Ça se présente donc comme une infection respiratoire aiguë dans une période épidémique. L'incubation est courte, je vous l'ai dit. On est contagieux un jour avant le début des signes, ce qui rend difficile donc dans ces cas-là la prévention de la transmission jusqu'à 6 jours après. Le début typiquement est brutal et ça se manifeste par ce qu'on appelle le syndrome grippal qui associe des signes généraux, de la fièvre qui peut être élevée, des frissons, une asthénie qui est très marquée, des signes respiratoires, donc une rhinorrhée, une toux sèche qui peut être douloureuse, et puis d'autres symptômes qui constituent donc le syndrome grippal, des céphalées, des douleurs musculaires et des douleurs diverses. La présentation clinique est extrêmement diverse. La grippe peut être complètement asymptomatique, mais on peut aussi avoir des formes graves qui conduisent à la réanimation. La suivante.
La forme commune, donc on a des signes généraux et fonctionnels qui sont importants. On va passer là-dessus. Et par contre, à l'examen clinique, finalement, il n'y a pas grand-chose. Il peut y avoir une gorge un peu rouge, une rougeur pharyngée, parfois des conjonctives un peu rouges. Et puis, l'auscultation pulmonaire est le plus souvent normale, mais on peut avoir quelques râles sous-crépitants à l'auscultation pulmonaire. La suivante. Alors, comme vous voyez sur cette diapositive, les symptômes en fait sont très variés, les plus fréquents étant quand même une forme à début brutal, dans plus de 3 cas sur 4, une sensation de malaise, de la fièvre ou un état fébrile, des frissons, mal à la tête, des douleurs musculaires et une toux qui classiquement est une toux sèche, donc non productive. La suivante. Alors, l'évolution de la forme commune, elle est vers la guérison spontanée qui survient en général en moins d'une semaine. La fièvre et les douleurs rentrent dans l'ordre en 3-4 jours. Et par contre, les signes à type de toux, la fatigue en particulier peut rester plus prolongée, de l'ordre de 1 à 2 semaines. Alors, les autres formes cliniques qu'il est important de connaître, c'est l'enfant qui peut avoir une présentation un petit peu différente. Il peut y avoir des signes digestifs, donc avec un diagnostic qui va être plus difficile. Et il faut savoir que les enfants sont plus spécifiquement à risque de faire des formes graves, en particulier avant l'âge de 2 ans, mais surtout avant l'âge de 1 an. Le deuxième contexte qui présente des particularités, c'est lorsque la grippe survient chez la femme enceinte, et c'est pour cela qu'il y a une indication, on reviendra, de la vaccination chez la femme enceinte, avec là un risque pour la mère et aussi un risque pour le fœtus. Donc le risque pour la mère, il est essentiellement important, il est important essentiellement lorsque la grippe survient au 3e trimestre de la grossesse, avec là des risques plus importants de complications cardio-respiratoires, et il est plus important pour le fœtus si la grippe survient au début de la grossesse, avec là essentiellement des risques de fausse couche précoce liés au syndrome inflammatoire et à la fièvre, et potentiellement des malformations neurologiques. Donc, chez la femme enceinte, la vaccination se justifie à la fois pour la mère, mais aussi parce que la vaccination va permettre le passage transplacentaire des anticorps et va permettre la protection du nourrisson au cours des 6 premiers mois de vie, essentiellement les 4 premiers mois de vie. Et puis pour les sujets âgés, là aussi c'est particulier, on a plus souvent des formes qui sont peu symptomatiques, mais c'est un facteur de risque important d'hospitalisation et de décès. Et lorsque la grippe survient chez une personne âgée, le risque de complications de surinfection bactérienne secondaire au virus grippal est plus fréquent. La suivante. Alors la grippe maligne ou la grippe grave, donc elle est rare. Elle est liée donc à l'infection par le virus lui-même dans les jours qui suivent le début des signes de la grippe. Elle va se manifester par une insuffisance respiratoire aiguë liée à un œdème pulmonaire lésionnel avec des manifestations extra-respiratoires qui sont fréquentes, des atteintes cardiaques spécifiques, donc virales, des myocardites, des péricardites, mais aussi, de façon plus rare, une atteinte hépatique, une insuffisance rénale et des atteintes neurologiques avec des méningo-encéphalite. Et donc, ces grippes graves sont évidemment plus difficiles à prendre en charge, elles nécessitent les soins intensifs, dans certaines situations, la mise en place d'ECMO, et elles peuvent évoluer soit défavorablement vers le décès, soit vers la constitution d'une fibrose pulmonaire. La suivante. Alors, les complications, elles surviennent sur des terrains particuliers essentiellement, donc on en a déjà parlé, l'âge, les personnes âgées, les nourrissons essentiellement avant l'âge de 2 ans, mais surtout avant l'âge de 1 an, les femmes enceintes et les sujets qui ont des pathologies chroniques sous-jacentes, que je ne vais pas vous détailler ici, mais qui constituent en fait les situations où on a un risque élevé de complications et qui vont justifier de la vaccination antigrippale. La suivante. Alors, les complications respiratoires, donc, ce sont avant tout les pneumonies ou les pneumopathies qui peuvent être soit virales, mais le plus souvent sont des complications à type de surinfection bactérienne,
je vous l'ai dit, le plus souvent chez les sujets âgés, jusqu'à 25% des sujets âgés qui font une grippe vont développer une pneumopathie bactérienne dans les suites de la grippe, et elles surviennent de façon décalée par rapport à la grippe, hein, globalement, entre le 5e et le 7e jour après le début de la grippe. Qu'est-ce qu'on a comme bactéries en cause dans ces pneumonies compliquant la grippe? Avant tout le pneumocoque, mais il peut y avoir aussi des surinfections avec Staphylococcus aureus qui semblent souvent liées à une infection virale préalable, ou d'autres types de bactéries comme Haemophilus influenza ou des bacilles à gram négatif. Et puis on a d'autres types de complications respiratoires qui sont essentiellement d'origine virale, donc des bronchites ou des trachéobronchites. Les complications ORL, on les voit beaucoup chez les plus jeunes, des laryngites, des otites moyennes aiguës ou des sinusites. La suivante. Les complications extra-respiratoires, donc les complications cardiaques, on les a vues au cours de la grippe grave, mais elles sont liées donc à l'atteinte virale, essentiellement les myocardites, les péricardites, mais on peut aussi avoir des défaillances cardiaques hémodynamiques qui sont soit directement liées au virus, soit le plus souvent la décompensation d'un terrain sous-jacent qui justifie donc là aussi la vaccination des personnes qui ont des maladies cardiaques sous-jacentes. Des complications neurologiques, donc les troubles neurologiques centraux, les encéphalites, c'est essentiellement chez l'enfant. On peut avoir donc des complications avec la survenue de méningites bactériennes, en particulier donc de méningites à méningocoque, et il y a une corrélation très claire entre les épidémies de grippe et les épidémies à méningo. Et puis la grippe, classiquement, peut entraîner une polyradiculonévrite aiguë de type Guillain-Barré. La suivante. Alors, le diagnostic, ça c'est un point évidemment important. Le diagnostic, il est avant tout clinique, hein, c'est-à-dire finalement un syndrome grippal qui survient dans un contexte épidémique. Et donc, dans cette situation-là, il n'y a pas d'indication, il n'y a pas d'intérêt à faire des examens complémentaires. Si ça s'était fait, si on a un doute sur autre chose, sur l'hémogramme, il peut y avoir soit aucune anomalie, soit on peut avoir aussi une leucopénie ou une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile que ce n'est pas une grippe. Et puis, si on fait une radio de thorax, elle va être soit normale, mais on peut avoir des images parahilaires qui correspondent en fait à l'infection grippale. Alors, le diagnostic microbiologique, quand est-ce qu'on fait un diagnostic microbiologique? On le fait à visée épidémiologique, puisqu'il y a une surveillance extrêmement soigneuse des virus de la grippe qui circulent. Donc ça se fait dans le cadre d'études épidémiologiques qui vont ensuite remonter au niveau international pour savoir comment va être adapté le vaccin de l'année suivante. Ça peut être fait chez les personnes à risque, en particulier si on veut identifier donc le virus et mettre en route un traitement adapté dans ces situations cliniques. Et puis dans les formes compliquées, en particulier pour éviter, pour faire le diagnostic différentiel avec d'autres diagnostics. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme prélèvement? Aujourd'hui, le prélèvement, c'est essentiellement donc, la biologie moléculaire, donc un prélèvement nasopharyngé. Ça peut être fait aussi au niveau d'un autre site, en particulier dans le sang, mais c'est exceptionnel, ou dans le LCR si on a des complications neurologiques et un diagnostic étiologique. Donc, le plus souvent, c'est le prélèvement nasopharyngé ou les sécrétions bronchiques par une aspiration bronchique, par exemple, ou un lavage pour les patients qui sont en réanimation. La PCR, elle va être positive jusqu'à 7 jours, donc c'est vraiment le diagnostic de référence, mais on peut, et en particulier en pédiatrie ou dans certains services d'urgence, utiliser des tests rapides qui permettent de faire un diagnostic rapide lorsqu'on a besoin de discuter de l'hospitalisation ou le retour à domicile. C'est essentiellement pour les enfants. Les cultures cellulaires, aujourd'hui, elles ont disparu et elles ne sont plus utilisées. La suivante. Alors, le traitement, il est avant tout symptomatique, donc le repos, l'hydratation, en particulier s'il y a de la fièvre ou chez les personnes plus âgées, les antipyrétiques s'il y a de la fièvre et qu'elle est mal supportée, et surtout pas d'antibiothérapie. Et ça,
C'est un point extrêmement important, sauf en cas de surinfection bactérienne. Et vous l'avez vu, la surinfection survient à distance, ou en tout cas dans les quelques jours qui suivent le diagnostic de grippe et les symptômes de la grippe. Pour les grippes graves, c'est évidemment un transfert en réanimation. La suivante. Alors, les antiviraux. Donc, aujourd'hui, c'est essentiellement les inhibiteurs de la neuraminidase, mais il y a un nouvel antiviral qui vient d'être autorisé, qui aujourd'hui n'est pas disponible. Donc, il faudra que vous soyez vigilants pour les années qui viennent. Et l'inhibiteur qui est principalement utilisé, c'est l'oseltamivir, le Tamiflu. Donc, je vais passer assez vite puisque ça ne fait pas partie des objectifs prioritaires. Ce que vous devez savoir, c'est que ces antiviraux sont efficaces à la fois sur les souches de sous-type A et de sous-type B et qu'ils ont peu de risques de sélection de souches résistantes. Il y a 2 dosages différents selon qu'on est chez l'enfant ou chez l'adulte et ils peuvent être utilisés soit en curatif, et on va revenir sur les indications, soit en préventif dans des situations particulières chez des personnes plus fragiles. La suivante. Alors, l'efficacité de ces antigrippaux, elle a été mise en évidence sur les essais qui ont permis leur autorisation et leur enregistrement. Et on a montré qu'elle permettait de réduire l'intensité et la durée des symptômes d'une durée relativement limitée d'environ 1 jour. Et puis, on a maintenant des données qui montrent que quand on traite précocement, on peut réduire les complications respiratoires et on peut réduire le risque d'hospitalisation chez les patients les plus à risque. Mais encore une fois, ça n'est démontré que si le traitement est démarré très vite. Et donc, si on est en situation d'une personne à risque de faire des complications et qu'on a un diagnostic de grippe très probable ou encore plus documenté, il faut démarrer le traitement antigrippal dès que possible. La suivante. Donc, vous avez ici donc les indications. C'est en fait les gens qui sont à risque de complications, donc essentiellement les personnes ciblées par la vaccination. Et on sait que l'efficacité de la vaccination, on va y revenir jusqu'après, est une efficacité relativement limitée, en particulier chez les personnes les plus âgées. Ce sont les grippes graves d'emblée, et donc qui vont devoir être mises le plus vite possible sous traitement antiviral, et il existe des traitements par voie parentérale. Et puis, toutes les grippes qui nécessitent une hospitalisation sont considérées comme des grippes graves, nécessitant une hospitalisation, et doivent être mises sous traitement antiviral. Pour le traitement préemptif, c'est en fait la situation où on est devant quelqu'un qui n'a pas de symptomatologie de grippe, mais qu'on considère comme étant très à risque de complications grippales et qui a été en contact étroit avec une personne qui avait une grippe confirmée ou qui était cliniquement très évocatrice de grippe. Là encore, je crois que c'est très important de dire que le traitement va être d'autant plus efficace qu'on va démarrer rapidement. Et donc, si on a une suspicion très élevée de grippe, eh bien, il faut démarrer le traitement, qui sont des traitements en plus relativement faciles à prendre et sans problème de toxicité particulière. La suivante. Alors, si vous avez une question sur la prévention de la grippe, mais je crois que maintenant, avec le Covid, vous êtes bien informés de tout ça, c'est avant tout donc, des mesures simples d'hygiène. Donc, protection de la transmission aérienne et de contact, se couvrir la bouche lors d'une toux, éternuer dans un mouchoir, les mouchoirs à usage unique, se laver les mains régulièrement au savon, port d'un masque chirurgical pour les personnes malades et isolement respiratoire pour les patients hospitalisés. Donc, vous voyez qu'on retrouve les mesures barrières qui sont aujourd'hui mises en avant pour la Covid-19, ce qui explique très probablement, en tous les cas, c'est une des explications pour lesquelles on n'a aujourd'hui pas d'épidémie de grippe. C'est déjà ce qui avait été vu dans l'hémisphère sud, donc en partie probablement lié à ces mesures barrières. Il y a d'autres hypothèses qui sont des hypothèses plus virologiques, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'explications. La chimioprophylaxie, on en a parlé un tout petit peu, et puis la vaccination, surtout sur laquelle je vais revenir. La suivante. Donc, la chimioprophylaxie, c'est la possibilité
de pouvoir prescrire un antiviral chez une personne qui a été contact. Et donc ça se fait très peu, mais c'est tout à fait recommandé chez des gens fragiles, en fait. Et ça doit éviter donc des complications de la grippe chez des gens qui ont été en contact avec une personne qui a la grippe et qui serait particulièrement à risque. La suivante. Donc la vaccination, on en a dit un tout petit mot, Marianne vous en a dit un tout petit mot, donc en fonction des virus qui circulent. Donc aujourd'hui, les vaccins sont composés de 4 souches de virus grippaux. Jusqu'à présent, c'était des vaccins trivalents avec 2 virus de sous-type A et 2 virus de type B. Depuis maintenant 2 ans, on a donc des vaccins quadrivalents pour prendre en compte en fait la co-circulation de virus de sous-type B. Donc on a 2 sous-type A, 2 virus de type B. La composition, elle est revue tous les ans, adaptée à la surveillance épidémiologique. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une surveillance épidémiologique et des prélèvements qui sont faits pour cette surveillance épidémiologique. Les vaccins qui sont aujourd'hui disponibles sont des vaccins à base de virus cultivés sur des œufs embryonnés de poule et ensuite inactivés, avec 2 types de vaccins, essentiellement pour l'instant des vaccins inactivés, qui ont une AMM seulement à partir de l'âge de 6 mois. Et donc avant l'âge de 6 mois, les nourrissons vont être protégés par les anticorps transmis par la mère. Et puis, on a un vaccin vivant atténué qui, pour l'instant, est très peu disponible en France. Je crois qu'il y a eu quelques doses cette année, avec une AMM entre l'âge de 2 ans et de 18 ans. C'est un vaccin qui s'administre par voie nasale et qui va être contre-indiqué en cas d'immunodépression, comme tous les vaccins vivants. La suivante. Alors, les vaccins inactivés, la dose, c'est 15 microgrammes par souche. Il n'y a pas d'adjuvant dans le vaccin de la grippe. Le vaccin doit être administré par voie intramusculaire et ces vaccins induisent essentiellement une réponse humorale avec des anticorps qui sont des anticorps neutralisants vis-à-vis de l'hémagglutinine qui donc sert en fait à induire une réponse protectrice. Alors, il faut savoir que ces vaccins, que la réponse est plus faible lorsqu'on est en primo-vaccination chez l'enfant. Et donc, chez l'enfant, en primo-vaccination, c'est 2 doses chez l'enfant de moins de 9 ans. Ça marche moins bien chez les sujets âgés, ça marche moins bien chez les personnes immunodéprimées. La suivante. Alors, l'efficacité du vaccin antigrippal, c'est une efficacité qui est une efficacité incomplète. On est protégé entre 10 et 15 jours après la vaccination. La durée des anticorps est relativement courte, de l'ordre de 9 mois jusqu'à 12 mois, ce qui nécessite l'injection annuelle en plus de la modification de la composition du vaccin. Et l'efficacité, elle est incomplète, de l'ordre de 60 à 70% pour les sujets les plus jeunes, plus faible lorsque on vieillit ou chez les immunodéprimés. Donc, les indications, je ne vais pas vous les détailler, elles sont liées à l'âge, donc toutes les personnes de plus de 65 ans, la femme enceinte, je vous en ai parlé, toutes les personnes à risque de forme grave à partir de l'âge de 6 mois, avant, donc on ne peut pas les vacciner, et puis des indications dans des situations où le virus va circuler plus, donc les personnes qui sont dans des établissements de soins de suite, l'entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois qu'on ne peut pas vacciner, qui ont des facteurs de risque de forme grave, comme les prématurés ou les enfants qui ont des cardiopathies congénitales, toutes les personnes qui sont susceptibles de disséminer le virus, donc en particulier les professionnels de santé, et également les navigants des bateaux de croisière et des avions et guides touristiques où, en cas de passagers malades, il peut y avoir une circulation du virus. Alors, comment on vaccine ? C'est assez facile, donc c'est des seringues de 0,5 ml. La vaccination se fait en intramusculaire de préférence, mais on peut aussi le faire en sous-cutanée profonde. On a des données pour le faire. C'est une indication tous les ans. Chez l'enfant de moins de 9 ans, jamais vacciné, c'est 2 doses à 1 mois d'intervalle. Et ça peut être réalisé par une infirmière, une sage-femme, un pharmacien, sans prescription médicale, pour les personnes qui relèvent des recommandations, à l'exception de la première dose. Quels sont les effets secondaires ? C'est des effets secondaires tout à fait banaux. C'est des effets fréquents
au site d'injection des effets généraux et de façon beaucoup plus rare des réactions anaphylactiques essentiellement liées à des protéines de l'œuf qui peuvent persister et de façon extrêmement exceptionnelle des syndromes de Guillain-Barré. Ça a été vrai essentiellement avec un vaccin en 1967. Les contre-indications, il y en a très peu. La réaction allergique sévère à une vaccination antérieure et puis une allergie documentée aux protéines de l'œuf, mais ce n'est pas l'allergie à l'œuf si elle n'a pas été documentée et vraiment confirmée. La suivante. Voilà, donc pour terminer, vous avez des données qui sont extrêmement bien faites sur le site de Santé publique France concernant la grippe. Le réseau Sentinelle aussi qui assure une surveillance chaque année de la grippe. Et puis, lorsqu'il y a une pandémie, bon, actuellement, c'est une pandémie d'un autre virus, mais le ministère de la Santé a la responsabilité de diffuser les informations concernant donc, les virus pandémiques. La suivante. Voilà, donc à retenir, c'est la contagiosité de ces infections grippales, le fait qu'on est contagieux 24 heures avant et 6 jours après, ce qui justifie donc les arrêts de travail d'une semaine en cas de grippe. Le diagnostic clinique, ça c'est important, hein, on ne fait pas de diagnostic virologique systématique, puisque c'est une infection qui est extrêmement fréquente au moment de l'épidémie. Le plus souvent, elle est bénigne, mais elle peut entraîner donc, une morbimortalité dans des populations spécifiques qui sont les indications à la vaccination. Et la prévention, c'est avant tout les mesures d'hygiène simple, donc les mesures barrières et la vaccination. Et je crois que c'est la dernière diapositive. Oui. Bon. Voilà. Peut-être qu'on va répondre aux questions, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions. Attends, je vais déjà arrêter mon partage d'écran. Voilà. Voilà, donc il y a des questions, tu les vois Oui, il y a une question sur la... Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une mouette, le canard sauvage. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pour toi, ça, je pense. Mais... Alors... Une question sur le... Je pense le... Bah, c'est le canard sauvage. C'est le canard sauvage. Non, c'est pas une mouette, c'est un canard sauvage. Je ne sais pas. Sinon, PK hivernal. Ah oui, pourquoi il y a des épidémies plutôt l'hiver et pas l'été? C'est ça la question de Noé. En effet, c'est ce qu'on constate, hein, le virus de la grippe est présent pendant les périodes hivernales, que ce soit dans l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Je ne sais pas s'il y a des choses nouvelles là-dessus. Moi, je n'ai pas lu de choses très nouvelles là-dessus. C'est quand même un mystère de savoir pourquoi il y a des résurgences, pourquoi il y a des pandémies chaque année avec le virus de la grippe. On n'a pas encore de réponse. Mais c'est vrai que le virus aime bien le froid et l'humidité. Oui, c'est ça. On n'a pas plus d'informations. Il y a à l'évidence, en dehors de ce que vous disiez là sur les modes de vie où l'hiver, on est plus on est plus confiné. En fait, il y a aussi des conditions à la fois d'humidité et de température qui vont favoriser la circulation de ces virus. Et plus que visiblement la température, ça semble être l'humidité, mais c'est en fait une conjonction des deux facteurs, ce qui aujourd'hui est pas encore très bien élucidé. C'est pour ça, vous vous souvenez au début du Covid, qu'on a dit que probablement avec l'été, il y aurait moins de problèmes, mais on voit que le virus circule également dans des pays avec des températures élevées. Donc, il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur finalement les conditions qui favorisent la circulation de ces virus. Il y avait une question sur la fibrose de tous les patients symptomatiques. Alors non, heureusement, hein, on l'a dit, la grippe, c'est ultra fréquent. C'est 20% de la population enfant chaque année, avec le plus souvent donc aucune séquelle. Hein, la grippe est un virus qui donne quasiment aucune séquelle, hein, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui avec le Covid long. Avec la grippe, en dehors des patients qui font des formes graves, qui vont nécessiter la réanimation avec des techniques de réanimation respiratoire plus sophistiquées ou qui vont avoir des complications en particulier cardiaques ou neurologiques. Sinon, la grippe, le plus souvent, il n'y a aucun problème.
Voilà, il y a une question sur le fait qu'on n'ait pas d'épidémie cette année. Ben oui, on n'a pas eu d'épidémie. Alors, bon, ça arrive. Il y a des années où on a des épidémies plus tardives qui ne surviennent qu'en février. Mais là, on a vraiment l'impression que c'est pas ça, que c'est probablement le fait que, comme vous disiez Odile tout à l'heure, qu'on se protège contre les infections respiratoires avec le port du masque et tutti quanti, et que du coup, probablement, ça limite la diffusion du virus de la grippe. Alors, on n'a pas zéro grippe, hein. De temps en temps, on isole une grippe. Par exemple, dans notre laboratoire, on en a isolé peut-être 4, on a détecté plus exactement 4 depuis en 2 mois. Mais vous voyez, c'est très sporadique alors que quand on est en épidémie de grippe, on en a 10 par jour, vous voyez? C'est ça donc l'épidémie n'a pas encore eu lieu et on pense qu'elle ne va pas avoir lieu, mais on n'est pas complètement sûr. Mmh. Il y a une question sur la source, oui, le PILI item 66, hein, sur le PILI étudiant 2021. Vous avez tout ce qu'il faut sur la grippe et sur la vaccination antigrippale. La grippe aviaire ne fait pas partie des objectifs prioritaires pour vous. Est-ce qu'on peut mettre le diaporama sur Moodle? Oui, il n'y a pas de problème. Par rapport à la vaccination, pourquoi avons-nous des anticorps pendant 9 mois? Alors là, il y a eu une mauvaise compréhension. La protection, donc la réponse immunitaire, elle apparaît après 10-15 jours. Et par contre, la durée des anticorps est de l'ordre de 9 mois. C'est ça que j'ai voulu dire. Se serrer la main est-il significativement propagateur de ce type de virus? Bah oui, parce qu'en fait, se serrer la main si vous avez touché votre visage et si vous avez du virus sur la main, bah, vous pouvez très bien transmettre le virus à la personne à qui vous serrez la main. Hein, et ça, c'est de façon générale avec beaucoup d'agents infectieux. Quelques questions sur la vaccination Covid après les questions grippe. On peut parler de la vaccination Covid, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, sauf si vous avez une question brûlante sur la vaccination grippe, sur la vaccination Covid. Oui, on m'a transmis des questions parce qu'ils n'ont pas pu assister au cours, mais aussi particulièrement sur le protocole de vaccination actuel. Et on se demandait pourquoi on avait mis en place un protocole de vaccination, on pourrait dire double, avec une consultation pré-vaccinale, un accord écrit, puis ensuite le vaccin. Est-ce que ça met pas un peu trop de... Enfin, ça dramatise, entre guillemets, un peu trop la vaccination. Et on se demandait, est-ce que ça n'entraîne pas une perte de confiance de faire autant de choses pour un acte qui n'est finalement pas si dangereux en soi? Ouais, je partage complètement votre raisonnement. C'était en fait une précaution beaucoup trop maximale par rapport à cette vaccination. Ça a été mis en place parce que c'était un nouveau vaccin qu'on a commencé à vacciner dans les populations les plus âgées pour lesquelles on n'avait pas de données, puisque les essais se sont arrêtés à l'âge de 80. Je crois que le plus vieux participant, il a 83 ans. En tous les cas, c'était quelqu'un qui était ambulatoire. Donc, c'est vraiment principe de précaution, mais ça a été du coup source d'inquiétude et peut-être même de méfiance vis-à-vis de ce vaccin. Donc, très clairement, ça a été beaucoup trop loin. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, hein, ça a été supprimé. La consultation médicale maintenant est plus obligatoire. Donc, ce qui est demandé, c'est qu'il y ait un médecin sur le site qui vaccine parce qu'il y a des accidents allergiques qui sont 10 fois plus fréquents avec ce vaccin-là qu'avec les vaccins habituels. C'est à peu près 1 sur 100 000 pour les réactions anaphylactiques graves. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du matériel à proximité et un médecin si jamais ça survient. Le consentement, là aussi, c'était essentiellement à destination des personnes des EHPAD et des longs séjours pour qu'il n'y ait pas une vaccination qui soit faite comme ça à leur insu. Mais là aussi, ça a été trop loin. Et d'autant plus que ce n'est pas ce qui est fait chaque année sur la grippe où on leur demande s'ils s'opposent ou pas. Donc, voilà, c'est toutes ces mesures de précaution probablement
trop importante, le gouvernement a fait marche arrière et vous avez vu que la campagne de vaccination maintenant s'est beaucoup accélérée parce que les choses se sont simplifiées. Et maintenant, on est plutôt confronté à un manque de vaccins qui se conçoit très bien puisqu'il faut pouvoir vacciner très vite alors que ces vaccins viennent juste d'être développés, mais toutes ces mesures ont été très largement simplifiées. D'accord, merci. J'avais une autre petite question sur la place des professionnels de santé de moins de 50 ans et qui sont pas forcément prioritaires pour la vaccination. Et par exemple, pour nous, les étudiants et les internes, les externes, etc., est-ce qu'on sera vacciné ou est-ce qu'il faudra attendre beaucoup plus longtemps alors qu'on est en contact avec des malades potentiels, avec des malades fragiles potentiellement? Alors, je pense que vous allez être vacciné, mais en fait, on considère pour l'instant que vous n'êtes pas prioritaire pour deux raisons. D'une part, parce que les plus jeunes ne sont pas les plus concernés par cette maladie, en tous les cas par les formes graves. Ça, c'est la première raison, et qu'on a un manque de doses de vaccins. Donc, du coup, on préfère prioriser pour cette vaccination les gens qui ont plus de chances de faire des formes graves et de décès. Et c'est comme ça que la politique de vaccination a été proposée. Et puis la deuxième chose, c'est que pour l'instant, on n'a pas vraiment de données qui permettent d'évaluer de façon précise quel est l'impact de la vaccination sur la transmission. Donc, c'est la vaccination pour les soignants, et en particulier pour les plus jeunes, les étudiants en santé. C'est avant tout pour vous protéger, bien sûr, mais surtout pour éviter que vous transmettiez, si vous êtes infecté, encore plus si vous êtes asymptomatique, que vous transmettiez le virus et qu'on ait, comme on voit déjà, des Covid nosocomiaux. Donc aujourd'hui, on a ces deux questions. D'une part, on n'a pas de dose de vaccin. Vous voyez bien que là, on essaye de vacciner les plus à risque, les plus âgés, et c'est très compliqué parce que la France, pour l'instant, ne reçoit que 500 000 doses de vaccins par semaine, ce qui est très peu. Et d'autre part parce que c'est des données qu'on va avoir, mais on a besoin de confirmer que le vaccin protège contre la transmission. Et là, bien sûr, il y aura une indication très large à la vaccination. Mais c'est prévu de vacciner, y compris les soignants plus jeunes. Excusez-moi, je ne comprends pas très bien comment le vaccin. Enfin, pourquoi on n'arrive pas à savoir si le vaccin empêche la transmission? Parce que pour montrer ça, il y a plusieurs types de méthodes. Il y a d'une part de pouvoir suivre toutes les personnes vaccinées et leur faire des prélèvements nasopharyngés très réguliers pour vérifier s'ils sont ou non porteurs du virus. Parce que ce qu'on a montré, c'est que le vaccin protégeait donc des formes symptomatiques. Et dans les essais cliniques qui ont permis l'enregistrement de ces vaccins, les personnes symptomatiques étaient prélevées, mais les personnes asymptomatiques n'étaient pas prélevées. Donc, on a montré qu'on réduisait de façon majeure, puisque l'efficacité est mesurée à 95%, on réduit de façon majeure la survenue des formes symptomatiques, mais comme on n'a pas prélevé tout le monde de façon systématique, on ne sait pas quelle est la réduction des formes asymptomatiques, donc des gens qui portent le virus mais qui n'ont pas de symptômes. Donc ça, c'est une première chose. Donc il faudrait en fait avoir ces données-là, mais pour l'instant, on ne les a pas. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est mettre en place des études où on va regarder avec les différents vaccins si la vaccination permet d'induire une immunité au niveau muqueuse. Donc ça, on peut le faire dans la salive. On peut regarder s'il y a des IgG ou encore mieux des IgA qui sont induites par le vaccin, et ça serait une preuve indirecte de la protection vis-à-vis de la transmission. Et puis, la troisième chose qu'on va pouvoir regarder, c'est en population générale, lorsque la vaccination va avoir atteint un niveau de couverture vaccinale suffisant, de regarder si on a une protection qui dépasse finalement la quantité de personnes vaccinées. C'est comme ça aussi qu'on peut avancer sur l'évaluation de la protection dite collective. C'est-à-dire que si on vaccine, moi je ne sais pas, une proportion de la population, finalement on a une efficacité qui va dépasser largement la proportion de la population vaccinée. Donc ça va arriver, on va avoir ces données. On n'a pas non plus d'état d'âme. On pense quand même que
quand on protège de la maladie et qu'on protège des cas graves, très probablement, même si on est asymptomatique, on va avoir une quantité de virus excrété qui va être moins importante et de plus courte durée. Et pour l'instant, on n'a pas les réponses à ça. Pourquoi 500 000 doses? Non, ce n'est pas des questions budgétaires, hein, c'est des questions de capacité de production des doses. Et donc, en fait, les doses, elles ont été achetées au niveau de l'Europe et elles sont réparties dans les différents pays de l'Europe en fonction de leur population. Donc, nous, on représente 15% de la population européenne et on reçoit 15% des doses. Donc, ce n'est pas une question d'argent, hein. Il y a eu beaucoup plus de doses qui ont été commandées, mais il y a un certain nombre de difficultés à produire aussi rapidement ces doses. Et vous avez peut-être lu dans la presse, mais que les industriels ont diversifié, ont multiplié leur site de production pour permettre de répondre aux demandes. Et ensuite, l'État ne commande pas plus de vaccins parce qu'on attend le vaccin français. Donc ça, c'est des fake news, hein. Le vaccin français, d'abord, Sanofi Pasteur n'est pas français, hein. C'est une industrie pharmaceutique qui est internationale. Son siège est aux États-Unis. Donc voilà, il y a eu un problème dans le développement du vaccin de Sanofi qui a pris du retard. Et c'est absolument pas pour ça qu'on attend le vaccin français. Non, ça, c'est pas la bonne... Alors, c'est vrai que les Français préféreraient se faire vacciner avec un vaccin français, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas beaucoup de vaccins. C'est vrai dans tous les pays. Vous avez dû voir qu'en Allemagne, ils ont commencé beaucoup plus vite la vaccination et ils se sont trouvés plus rapidement confrontés aux problèmes de pénurie. Et pourquoi les enfants peuvent être plus ou moins impliqués dans la transmission d'un virus? Ça, je vais laisser... peut-être Marianne répondre, mais ce n'est pas une question facile. Non, ce n'est pas une question pour laquelle j'ai une réponse, à dire vrai. C'est simplement de l'observation, en fait, hein. On sait que le virus de la grippe diffuse beaucoup chez les enfants, dans les écoles, etc. Et notamment, on constate, par exemple, quand l'épidémie de grippe a commencé à la fin du mois de décembre, avant les vacances scolaires, hein, à la mi-décembre, et elle est cassée généralement par les vacances scolaires, hein. Donc la diffusion s'arrête en quelque sorte ou s'atténue pendant la période des vacances scolaires où les enfants ne sont plus en collectivité et ça reprend à la rentrée. Donc clairement, oui, les enfants ont un rôle majeur dans la diffusion du virus de la grippe, probablement parce qu'ils ne sont pas immunisés, parce qu'ils n'ont jamais rencontré le virus, etc. En ce qui concerne le Covid, c'est plus compliqué à comprendre et c'est aussi des données d'observation. Alors évidemment, on n'a pas de forme grave chez les enfants. Ça, c'est déjà un point, alors qu'il peut y avoir potentiellement des formes graves de grippe chez les enfants, bien sûr. Mais les formes graves du Covid chez les enfants, il y en a pas. Et en effet, on a l'impression dans toutes les études épidémiologiques que les enfants sont moins souvent porteurs de virus que les adultes. Mais on n'a pas d'explication à cela. Je ne sais pas si tu peux rajouter quelque chose, Odile, ou Non, c'est une constatation et c'est vrai qu'on n'avait pas de données au moment du début de l'épidémie à SARS-CoV-2. Il y a eu beaucoup d'études. Une des inquiétudes avec les nouveaux variants, c'est que potentiellement, ils pourraient être plus infectieux chez l'enfant. Donc, c'est une des questions qui se posent. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments en faveur de ça, oui. Voilà. Peut-être qu'il faut qu'on va s'arrêter parce qu'on a déjà pris beaucoup de retard. Et merci pour votre patience en début de cours et on essaiera de ne pas avoir ce problème-là la prochaine fois. Voilà. Et juste pour votre information, parce qu'on est en train d'organiser avec l'université, Sorbonne Université et l'Université de Paris, un webinaire la semaine prochaine, le 29 janvier, qui aura lieu de 14h à 17h sur la vaccination Covid. Donc, les invitations ne devraient pas tarder et je pense que vous pourrez y assister si ça vous intéresse. Voilà, donc le 29 janvier de 14h à 17h. Très bien. Voilà. Merci, au revoir tout le monde. Courage, au revoir. Merci à vous. Dernière petite question, c'est passé dans le chat qui demandait, il y a des QCM sur le Moodle, est-ce que ce sont Oui. des quiz pour… Alors, je les avais préparés en fait les années précédentes. Là, avec le système actuel, c'est un petit peu compliqué à faire. Donc,
Oui, c'était pour tester en cours ce que je venais de vous dire sur le virus, la structure du virus, etc. Donc, vous pouvez les faire, bien sûr. D'accord, merci beaucoup, c'était très intéressant. Bonne Voilà. journée. Au Voilà, revoir. bon courage.